Bienvenue à la série numéro 11 de physique, les lois de Newton. C'est la première série du module mécanique. J'ai choisi 3 exercices extraits du baccalauréat et 2 autres exercices pour réviser cette leçon. Donc, cette série est en même temps une révision de la première leçon de la mécanique, les lois de Newton. Exercice 1. Les tests effectués dans une usine de voitures ont montré que la première chose, l'accélération de la voiture reste constante pendant le freinage sur une route horizontale. La valeur de cette accélération est la même quelle que soit la valeur de la vitesse de la voiture avant le début de la phase de freinage. La figure 1 donne la variation de la vitesse de la voiture à partir d'un instant t égale à 0 où le conducteur voit un obstacle devant lui. Donc cette figure représente la variation de la vitesse avant le freinage et pendant le freinage. Le conducteur commence à freiner dès qu'il voit un obstacle devant lui. Il s'écoule 1 seconde entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, qui est le temps de réaction normal pour le conducteur. C'est-à-dire, entre le moment où il aperçoit l'obstacle et l'instant où il freine, il s'écoule 1 seconde. Ceci est l'introduction de l'exercice. La première question: calculer à partir de la figure 1 l'accélération du véhicule pendant le freinage. Donc on doit d'abord consulter la figure 1 qui est dans l'énoncé de l'exercice et on veut calculer l'accélération pendant le freinage. Pendant le freinage, c'est à partir de cet instant, c'est-à-dire à partir de 1 seconde, c'est la phase de freinage. On voit ici que la vitesse varie d'une façon linéaire, c'est-à-dire sous forme d'une droite. L'accélération se calcule à partir de ce graphe par le calcul des coefficients directeurs de cette droite. Et puisque les 3 droites sont parallèles, donc ils ont le même coefficient directeur. Donc si on nous donne une figure où il y a la vitesse en fonction du temps et on nous demande de calculer l'accélération, toujours l'accélération, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc l'accélération est calculée du cours de la figure 1, c'est le coefficient directeur des droites. Le coefficient directeur A, c'est delta V sur delta de t. On choisit 2 points sur une droite et on fait la différence de leur ordonnée et de leur abscisse. Si j'ai choisi cette droite-là, je vais prendre par exemple V2, c'est 4 mètres par seconde, qui correspond à 3 secondes comme temps. 4, 3. J'ai choisi la valeur 20 comme valeur V1, qui correspond à un instant t égal à 1 seconde. Donc 4 moins 20 sur 3 moins 2, ça donne moins 8. Et lorsque l'accélération est négative, ça veut dire que le mouvement est retardé. Effectivement, la voiture freine, donc son mouvement est retardé, sa vitesse diminue jusqu'à s'annuler. Deuxième question. On déduire la somme des vecteurs force appliqués au véhicule pendant le freinage. On veut maintenant déduire le module de la somme des forces appliquées au véhicule. On nous donne la masse du véhicule, 1353 kg. J'ai l'accélération, on me demande la somme des vecteurs force. Donc je dois appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Selon la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures égale à MH. Donc, le module de la somme des forces égale à M fois le module de A. Comme application numérique, la masse c'est 1353, l'accélération, le module c'est
la valeur absolue de moins 8. Donc, module de la somme des forces égale à 1353 fois 8, ce qui est égal à 10 824 newtons. La somme des forces appliquées sur la voiture pendant la phase de freinage, c'est 10 824 newtons. Troisième question. Si la vitesse du véhicule au début des freinages est de 72 km par heure, calculez en utilisant le graphe de la figure 1, la première question, la distance parcourue par le véhicule pendant la phase de réaction du conducteur. On veut calculer la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et l'instant où il commence à freiner. Donc, donnons d'abord la figure 1 de nouveau. On veut calculer la distance pendant cette phase. Cette phase qui dure 1 seconde. Et pendant cette phase, la vitesse reste constante. Donc, si au début de l'observation de l'obstacle, la vitesse est de 72 km par heure, on va garder cette vitesse pendant 1 seconde. Premièrement, convertissons 72 km/h en mètres par seconde. Pour la conversion, on divise la valeur km par heure par 3,6. En divisant 72 par 3,6, ça donne 20 mètres par seconde. Donc il s'agit de cette voiture. Cette voiture va garder cette vitesse pendant 1 seconde. Donc on a ici un mouvement rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme, c'est-à-dire si la vitesse est constante, la relation qui lie la distance à la vitesse, c'est V égale D sur T. Donc pendant la phase de réaction du conducteur, c'est-à-dire pendant cette seconde, la vitesse reste constante et la phase dure 1 seconde. La distance parcourue par la voiture pendant cette phase est D égale V fois delta de T, c'est-à-dire 20 fois 1, c'est 20 mètres. Donc, entre le moment où il voit l'obstacle et le moment de freinage, la voiture a parcouru 20 mètres. Deuxième question. La durée de la phase de freinage. Puisque la phase de freinage commence à l'instant 1 seconde, et on a cette voiture, sa phase de freinage se termine à l'instant 3,5. La fin de la phase de freinage, c'est lorsque la vitesse devient égale à 0. Donc il commence à la date t égale 1 seconde et se termine à la date t égale 3,5. Donc la durée de la phase de freinage, c'est 2,5 secondes. D'après le graphe de la figure 1, et pour la courbe qui commence par 20 mètres par seconde, la phase de freinage commence à t égale 1 seconde et se termine à t égale 3,5. Donc la durée de la phase de freinage est delta de t égale 3,5 moins 1, c'est 2,5. Donc ceci, ce sont des questions de cinématique et on répond à ces questions à partir d'un graphe ou bien à partir d'une équation. Quatrième question. Pendant le mouvement de la voiture, à la vitesse 16 mètres par seconde, le conducteur a vu un obstacle devant lui à 35 mètres de l'avant de la voiture. Montrez qu'en utilisant le graphe de la figure 1, que le conducteur est capable d'arrêter le véhicule sans heurter l'obstacle. Maintenant, on prend une voiture qui a une vitesse de 16 mètres par seconde. Le conducteur de cette voiture voit un obstacle devant lui à 35 mètres. C'est-à-dire au moment où il voit l'obstacle, la distance qui le sépare de cet obstacle est de 35 mètres. On va montrer que ce conducteur, il peut éviter cet obstacle, c'est-à-dire il peut éviter de heurter l'obstacle. Donc reprenons la figure 1 toujours. Il s'agit de cette voiture qui possède 16 mètres par seconde au départ du freinage. Il commence le freinage à l'instant 1 seconde et il se termine à l'instant 3 secondes. Première chose à faire, c'est calculer d'abord la distance parcourue par la voiture pendant le temps de réaction, c'est-à-dire
entre le temps qui s'écoule entre l'observation et le freinage. Pour la voiture de vitesse 16 mètres par seconde, la distance parcourue pendant la phase de réaction est D égale V fois delta de T, comme l'expression précédente pour la vitesse 20 mètres par seconde. Donc, avant qu'il commence à freiner, la voiture a déjà parcouru 16 mètres. Deuxième chose à faire, on va calculer la distance qu'il va parcourir pendant la phase de freinage. Donc, au moment du freinage, la distance qui sépare la voiture de l'obstacle, c'est 35 mètres moins 16 mètres. Donc, c'est 19 mètres. Donc, si on calcule la distance parcourue pendant le freinage, si je la trouve inférieure à 19 mètres, il ne va pas heurter l'obstacle. Si je la trouve supérieure à 19, il va heurter l'obstacle. Maintenant, comment calculer cette distance? L'accélération, elle est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. D'après le cours, chaque fois qu'on a un mouvement rectiligne et son accélération est constante, il est dit uniformément varié. Et le mouvement rectiligne uniformément varié est caractérisé par l'équation horaire suivante. X égale 1 demi at t carré plus V0t plus X0. Donc x moins x0, c'est-à-dire la distance entre la position finale et la position initiale, c'est 1 demi at t carré plus V0t. Le A, c'était moins 8, divisé par 2, ça donne moins 4. Le V0 de cette voiture au début du freinage, c'était 16. Maintenant, la phase de freinage va durer de l'instant 1 à l'instant 3. C'est-à-dire la durée de la phase de freinage, c'est 2 secondes. Donc, je vais remplacer le T par 2 secondes. La durée de freinage est de 2 secondes. La distance donc parcourue pendant ces 2 secondes, c'est x moins x0, c'est moins 4 fois 2 au carré, plus 16 fois 2, ça fera 16 mètres. Donc, pendant la phase de freinage, il va parcourir 16 mètres. Et au départ de la phase de freinage, il est à 19 mètres de l'obstacle. 16 est inférieur à 19, donc le conducteur est capable d'arrêter le véhicule sans heurter l'obstacle. Autre méthode, je vais faire la somme de la distance parcourue pendant le freinage et la distance parcourue pendant la phase de réaction, je trouve 32. 32, il est inférieur à 35 mètres. Donc, cette distance est inférieure à 19 mètres. Le conducteur est capable d'arrêter la voiture sans heurter l'obstacle. Exercice 2. Pendant cet exercice, on va étudier le mouvement d'un skieur sur un plan incliné. Les données de l'exercice. La masse du skieur est de 60 kg. L'intensité de l'accélération de la pesanteur est 9,8 mètres par seconde au carré. On néglige l'action de l'air. Mouvement du skieur sur un plan incliné. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du skieur dans le repère O, I1, G1. Le repère, c'est son origine O, ici. Le vecteur unitaire I1 et le vecteur unitaire G1. Donc, c'est l'axe X1 et l'axe Y1. Lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Pour atteindre le sommet S d'une piste pérectiligne inclinée d'un angle alpha égal à 24 degrés par rapport à l'horizontale, le skieur part du point O sans vitesse initiale à t égale à 0. Il est accroché à un câble rigide faisant un angle bêta avec l'horizontale. Le skieur, il est attaché à un câble et ce câble, il fait avec l'horizontale, c'est-à-dire avec cette ligne qui est dessinée ici en pointillé, un angle bêta. Il fait un angle bêta avec l'horizontale et pas avec cette ligne. Cette ligne n'est pas horizontale. L'horizontale, c'est celle-là, qui est parallèle à cette ligne. Le câble exerce sur le skieur une force de traction constante dirigée selon la direction du câble. Ce skieur est soumis à une force de la part du câble qui a cette direction, la direction du câble. Donc c'est une force qui est dirigée vers le haut. Durant toute cette phase, le skieur reste constamment en contact avec le sol.
Durant toute la phase de la montée, le skieur a les pieds posés sur le sol. Donc il est en contact avec le sol. On note RT et RN respectivement les composants tangentiels et normales de l'action du plan incliné sur le skieur. RT, c'est une composante tangentielle de la force appliquée par le plan incliné. Et Rn, c'est la composante normale, perpendiculaire au plan. Celle-là, elle est parallèle au plan et de sens opposé au mouvement. Les deux forces, leur module vérifie cette relation. Le module de RT égale à K fois le module de Rn, avec K étant le coefficient de frottement solide. On donne RT, le module de RT, égale à petit f égale à 0,8 newton. Donc on va étudier, grosso modo, le mouvement du skieur qui est soumis à trois forces. Le poids, la réaction du sol et la force du câble. La réaction du sol est divisée en deux composantes, RT et Rn. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v du centre d'inertie, G, s'écrit de la façon suivante. Premièrement, je vais donner le nombre de forces auxquelles le skieur est soumis pendant cette phase. Le skieur S est soumis aux forces, le poids, l'action du plan incliné noté R et F, la tension du câble. On va maintenant représenter le plan incliné d'un angle alpha et je vais représenter le centre d'inertie du skieur, c'est G. C'est ce qui m'intéresse dans le skieur, c'est son centre d'inertie G. Et je vais représenter les différentes forces appliquées au skieur et dont le point d'application est G. La première force, c'est le poids P. La deuxième force, c'est F, la tension du câble. La troisième force, c'est la composante Rn. Et la quatrième force, c'est la composante Rt. Telle que la somme de Rn et Rt, c'est R. Donc je peux dire qu'il est soumis à P, à R, et sous-entendu R contient Rn et Rt. Donc on a ici quatre forces auxquelles il est soumis le skieur pendant la phase de la montée. Une fois qu'on a représenté les forces appliquées sur le centre d'inertie du système étudié qui est ici le skieur, on applique la deuxième loi de Newton au skieur dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Cette phrase, elle résume le système étudié qui est le skieur. Elle donne la loi qu'on va utiliser, la deuxième loi de Newton, et elle précise le référentiel galiléen qui est ici le référentiel terrestre. Il y a une autre méthode qu'on peut suivre, c'est écrire système étudié skieur, bilan des forces P, R et F, référentiel terrestre, deuxième loi. Donc au lieu d'écrire 4 lignes, j'écris une phrase qui résume les 4 lignes. Le système étudié, la loi utilisée, le référentiel et le schéma me donnent le bilan des forces. Ceci veut dire que je vais écrire P plus RT plus Rn plus F égale à MH. Maintenant, toujours cette phase, il est suivi de ce qu'on appelle la projection sur les axes d'un repère. Maintenant, pour poursuivre cette étude, je dois choisir un repère lié à ce référentiel et ce repère doit être convenable à cette situation. Chaque fois qu'on a un plan incliné, on choisit l'un des axes du repère parallèle à la trajectoire suivie par le système étudié, soit par exemple x1. Le deuxième repère, il est perpendiculaire au premier, soit y1. Je complète le schéma avec les angles de l'énoncé. J'avais une ligne horizontale avec laquelle l'axe fait un angle alpha, puis l'angle entre la force et l'horizontale, c'est l'angle bêta. Bien entendu,
ce qui reste ici, c'est bêta moins alpha. Donc, une fois que j'ai donné tous les angles, je passe à la phase essentielle de cette étude. C'est enlever ces vecteurs de ces forces. Enlever les vecteurs d'une force consiste à projeter cette relation sur les axes de ce repère. C'est ce qu'on appelle la projection de la deuxième loi de Newton sur les axes du repère choisi. Commençons par la projection sur l'axe GX1, c'est-à-dire sur cet axe. Cela veut dire que je vais reprendre cette relation et enlever les vecteurs et ajouter la lettre X pour chaque force. Donc Px plus Rnx plus Rtx plus Fx égale à Max. Ceci veut dire que je vais prendre cette relation sur l'axe des X. Maintenant, voyons chaque force, quelle est sa projection sur l'axe X. Je vois que Rn elle est perpendiculaire à X. Toute force perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle. Donc, Rnx égale à 0, car elle est perpendiculaire à Gx1. Je vois que Rt elle est parallèle à l'axe X, mais elle est de sens opposé. Chaque force qui est parallèle à un axe, sa projection sur cet axe, elle est égale soit à plus cette force ou bien à moins cette force. Plus, c'est là le même sens que l'axe, moins, c'est là le sens opposé. C'est le cas ici, RT sera égal à moins RT. Et puisque dans l'énoncé, on a remplacé RT par F, donc moins RT, moins F. Pourquoi le signe moins? Parce qu'ils sont de sens opposé. Pourquoi c'est égal à RT et pas 0? Parce qu'ils sont parallèles. Toutes les forces qui sont perpendiculaires par un axe, leur projection est nulle. Toutes les forces qui sont parallèles à un axe, leur projection égale soit plus, soit moins la valeur de cette force. Maintenant, on va passer aux forces qui ne sont ni parallèles ni perpendiculaires à l'axe. Commençons par F. L'origine de F elle est en G. Je vais faire projeter le sommet de ce vecteur sur cet axe d'une façon perpendiculaire. Donc, ceci, c'est la projection de l'extrémité de ce vecteur sur l'axe. Du point G jusqu'à cette extrémité, ça s'appelle Fx. C'est Fx. J'ai construit maintenant un triangle rectangle qui a comme côté adjacent Fx et comme hypoténuse grand F. L'angle de ce triangle, c'est bêta moins alpha. Donc, Fx égale F fois cosinus bêta moins alpha. Puisque le cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Pour P, je vais projeter de même l'extrémité de ce vecteur sur cet axe, d'une façon perpendiculaire. Du point G jusqu'à cette intersection, c'est Px. Je vois que le Px ici, il est de sens opposé à x1, donc il est négatif. J'ai construit ici un triangle rectangle. Cet angle qui est opposé à Px, c'est l'angle alpha. Donc le Px, c'est le sinus de cet angle, affecté d'un signe moins. Donc Px égale P fois sinus alpha avec un signe moins. C'est-à-dire, le sinus de cet angle est égal à Px divisé par P. Et comme Px est négatif, on va trouver Px égale moins P fois sinus alpha. Le signe moins vient de le sens de Px est opposé à x. Je vais remplacer dans cette projection chaque force par sa projection et on trouve moins P sinus alpha pour Px, moins F pour Rtx, plus F cos bêta moins alpha pour F.
On sait que A, c'est la dérivée de la vitesse, donc égale à m dv sur dt. Donc, moins mg sinus alpha, moins f, plus f cos bêta moins alpha, égale m dv sur dt. Divisons le tout par m, j'obtiens moins g sinus alpha, moins f sur m, plus f cos bêta moins alpha sur m. Tout ça égale à dv sur dt. Faisons passer ce terme de l'autre côté. On obtient dv sur dt. Ce moins, lorsqu'il passe ici, ça devient plus f sur m. Le moins g sinus alpha, il devient plus g sinus alpha. Le plus f sur m cos bêta moins alpha devient moins f sur m cos bêta moins alpha. Tout ça égale à 0. Et c'est bien la formule demandée. Donc cet exemple nous montre comment faire les projections d'une force sur les axes d'un repère. Ces forces, s'ils sont perpendiculaires, leur projection est nulle. S'ils sont parallèles, leur projection c'est plus ou moins la force. S'ils ne sont pas parallèles ni perpendiculaires, on suit la méthode projection du vecteur sur l'axe et on cherche soit le cosinus, soit le sinus. Et n'oublions pas de comparer le sens au sens de l'axe. Deuxième question. La courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse en fonction du temps. Cette courbe représente v en fonction du temps. On constate que la vitesse initiale est nulle, comme dans le texte. Il part sans vitesse initiale. Première question. Déterminer graphiquement la valeur de l'accélération du mouvement de G. On a dit dans l'exercice 1, pour trouver l'accélération à partir du graphe de V, c'est le coefficient d'électeur de la droite. A égale delta V sur delta T. Je vais choisir deux points. Je choisis 0 par exemple et un autre point, par exemple 1. Et je vais écrire que c'est 1 moins 0 sur 2 moins 0. Ça donne 1,5, c'est 0,5 mètres par seconde. Cette accélération est positive. Ceci veut dire que la vitesse augmente. Effectivement, le mouvement est accéléré. Deuxième question. Déduire l'intensité de la force de traction F. Je reprends la relation précédente de la question 1 déjà établie. Moins mg sinus alpha, moins f, plus f cos bêta moins alpha égale à ma. J'en déduis que f cos bêta moins alpha égale ma plus f plus mg sinus alpha. Je divise le tout par cos bêta moins alpha. Et j'obtiens ma plus mg sinus alpha plus f divisé par cos bêta moins alpha. Comme application numérique, la masse était 60 kg, l'accélération 0,5, la masse 60, g 9,8, l'angle c'était 23, f c'était 80, bêta moins alpha c'est 37. Tout calcul fait, ça donne 4,25 10 puissance 2 newton. Troisième question, déterminer la valeur de K, qui est le coefficient de frottement. Je rappelle, d'après l'énoncé de l'exercice, que F égale à K fois Rn. F c'était RT. On connaît la valeur de F. Pour calculer K, il nous faut la valeur de Rn. Or, Rn était perpendiculaire à l'axe des X. Et il est parallèle à l'axe des Y. Donc, je vais projeter la deuxième loi de Newton sur l'axe GY1. Donc, par projection de la deuxième loi de Newton sur GY1, on écrit PY plus RNY plus RTY plus FY égale à MAY égale à 0. Cette accélération est nulle puisque le mouvement se fait sur l'axe GX1. Chaque fois que le mouvement se fait sur un axe, l'accélération sur l'autre axe est nulle. Je reprends le schéma de tout à l'heure. Donc ici, Rn est parallèle à l'axe des Y. Donc la projection de Rn, c'est plus Rn, puisqu'il a le même sens que l'axe des Y. Donc Rn égale à Rny, car elles sont parallèles et du même sens. Ici, Rty, il est perpendiculaire à Y. Pour Rt, il est perpendiculaire à Y. Donc sa projection sur Y, elle est nulle. Toute force perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle.
Donc, RTY égale à 0, car RT perpendiculaire JY1. Maintenant, je vais projeter FY. Je vais prendre le sommet du vecteur et je le projette sur l'axe des Y. Cette partie-là constitue FY. Donc, cet angle que je vois ici, c'est le même là. Cet angle, c'est celui-là. Donc, le FY, c'est le sinus de cet angle. Et puisqu'il a le même sens que Y, donc il est positif. Donc, FY égale à F sinus de cet angle qui est bêta moins alpha. Pour PY, je vais projeter la flèche ici, le sommet de la flèche, sur l'axe des Y. C'est PY. Je constate quel est le sens opposé Y, donc il va être négatif. J'avais un angle ici. Alpha, c'est le même ici, alpha. Cet angle et celui-là sont identiques. Donc le PY, c'est un cosinus avec un signe moins. PY, c'est moins P cos alpha. Donc en remplaçant ces projections dans cette équation, on trouve moins P cos alpha plus Rn plus F cos bêta égale à 0. Je vais déterminer quelle est la valeur de Rn. Donc Rn, c'est mg cos alpha moins F sinus bêta moins alpha. Je connais maintenant Rn. K n'est autre que F sur Rn. D'après l'énoncé de l'exercice, K fois Rn égale à Rt. Donc K, c'est Rt sur Fn, c'est-à-dire petit f sur Rn. D'où ceci égale F sur Rn qu'on a trouvé. Comme application numérique, 80 sur 2,85 10 puissance 2, on trouve 0,28. Ceci, c'est une méthode pour calculer le coefficient de frottement. Ça nous montre comment faire la projection sur l'axe des Y. Et puisque le mouvement se fait sur l'axe des X, l'accélération sur l'autre axe elle est nulle, à savoir exercice 3. Dans cet exercice, on va étudier aussi le mouvement d'un skieur sur un plan incliné et cette fois-ci lors de la descente. Un skieur glisse sur une piste plane inclinée d'un angle alpha 45 degrés par rapport au plan horizontal selon la ligne de plus grande pente. On a un skieur qui glisse sur un plan incliné d'un angle 45 degrés. Cette ligne s'appelle la ligne de plus grande pente. On modélise le skieur et ses accessoires par un système solide de masse M, 75 kg et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement de G dans un repère orthonormé OIJ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On nous a choisi le repère à utiliser. C'est un repère dont l'un des axes est parallèle à la trajectoire et l'autre est perpendiculaire. Celui qui est parallèle à la trajectoire, il a le même sens que le mouvement. Et on va étudier le mouvement du centre d'inertie G du skieur. À l'instant t égale à 0, le skieur part sans vitesse initiale. À cet instant, G coïncide avec l'origine O du repère. Au moment du démarrage, il était en haut, sans vitesse initiale, à l'instant t égale à 0, et l'abscisse initiale aussi, il est nul, x0 égale à 0. On prendra l'accélération de pesanteur G égale à 10, on négligera la poussée d'Archimède. Le contact entre le plan et le système S se fait avec frottement. La piste exerce sur le skieur une force R ayant une composante tangentielle T et une composante normale N. C'est l'équivalent de RT, Rn de l'exercice précédent. Lors du mouvement du skieur, les intensités de Tn sont liées par la relation T égale à Kn. K est une constante, il s'appelle le coefficient de frottement. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération du mouvement de G en fonction de G, alpha et K. Donc, je vais suivre toujours la même méthode que précédemment. Je vais donner le bilan des forces exercées sur le système. Ici, le système, c'est le skieur et ses accessoires.
Il est soumis à deux forces, son poids P et la réaction de la piste. N'oublions pas que la réaction de la piste, on peut la décomposer en deux autres forces. Donc je peux dire qu'il est soumis à son poids, à la réaction tangentielle T et à la réaction normale N. Mais on peut dire ici la réaction de la piste et sous-entendu cette réaction comporte deux composants. Après on écrit la phrase qui va résumer le système étudié, le référentiel choisi et la méthode à utiliser. On applique la deuxième loi de Newton aux skieurs dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire P plus N plus T égale à MA. Je peux écrire P plus R au lieu d'écrire Tn, je peux écrire R. Mais c'est plus commode d'écrire comme ça simplifie les projections. Après, je vais représenter le schéma qui va m'indiquer le plan incliné, le skieur, les forces et le repère choisi. Donc j'ai le plan incliné d'un angle alpha. J'ai ce point qui représente le centre d'inertie G du skieur. Il est soumis au poids, c'est une force verticale. T, la force de frottement qui est parallèle à la trajectoire sans s'opposer du mouvement. Et la composante normale Rn, perpendiculaire à Rt et perpendiculaire au plan incliné. P plus T plus N égale à MH. On veut l'accélération du mouvement et le mouvement se fait sur l'axe des X. Donc je vais projeter seulement sur l'axe des X. Donc en projetant sur X', on obtient. Je réécris cette loi en enlevant les vecteurs et en indexant avec x. Px, nx, tx égale à max. Pour le nx, il est nul puisqu'il est perpendiculaire à l'axe. Le tx égale à moins t parce qu'il est parallèle à cet axe de sens opposé. Et le px, on va projeter ici, p, et ça va donner une valeur positive qui est p sinus alpha. Donc nx égale à 0. Tx égale à moins t et Px égale à plus mg sinus alpha. Si je projette ici, j'obtiens un vecteur qui est dirigé vers le bas, donc il est positif, et l'angle alpha, c'est toujours l'angle opposé à Px. Je réécris cette relation en remplaçant chaque projection par son expression et on trouve moins t plus mg sinus alpha égale à ma. Il y a deux inconnus dans cette équation, l'accélération et t. Je vais déduire l'expression de t. T égale donc mg sinus alpha moins ma. Donc je constate ici que je ne peux pas déterminer l'accélération car il y a deux inconnus. Donc la projection sur l'axe x' n'a pas permis de déterminer l'accélération. Pour cela, on passe à la projection sur l'axe y'. Donc je vais réécrire cette équation en enlevant les vecteurs et en indexant par la lettre y. Py plus ny plus ty égale à may égale à 0. Je rappelle que ay égale à 0 puisque le mouvement se fait sur l'axe des x. Le skieur se déplace comme ça. Donc il n'y a pas de déplacement sur l'axe des y. Pour le ny, c'est n puisqu'il est parallèle à l'axe. Ty, il est nul puisqu'il est perpendiculaire à cet axe. Le py, je projette ici, ça me donne une projection qui est négative. C'est moins p cos alpha puisque ça va donner ce côté qui est le côté adjacent de cet angle. Donc ny égale à n, ty 0, py c'est moins mg cos alpha. Donc remplaçant ces projections dans cette équation, on trouve n moins mg cos alpha égale à 0. J'en déduis que n égale à mg cos alpha, c'est la deuxième relation. D'après l'énoncé de l'exercice, on a k égale à t sur n, c'est-à-dire que t égale à k fois n. Donc je vais prendre l'expression de t, c'est l'équation 1, et l'expression de n, c'est l'équation 2, et je fais leur division.
Donc, en divisant A par 2, membre à membre, on obtient K, c'est T sur N. T, c'est mg sinus alpha moins ma. Et N, c'est mg cos alpha. Donc, je peux dire que K fois mg cos alpha égale à mg sinus alpha moins ma. J'en déduis à partir de cette relation l'expression de A. Donc, A n'est autre que, je vais passer ce terme à ce côté et celui-là de l'autre côté, et je simplifie par N, et je factorise par G. Ça donne G sinus alpha moins K cos alpha. C'est l'expression de l'accélération en fonction de G, alpha et K. Donc, dans cet exemple, on était amené à faire deux projections. Une sur l'axe sur lequel se fait le mouvement et l'autre sur l'axe perpendiculaire. Ceci est nécessaire si la première projection ne permet pas de déterminer la grandeur demandée. La deuxième question, la courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse V du centre d'inertie en fonction du temps. Déterminer graphiquement l'accélération du mouvement. C'est la même question que l'exercice précédent. Chaque fois que la vitesse varie d'une façon linéaire, alors le mouvement et les rectilignes uniformément varient. Donc cette vitesse s'écrit V égale à T plus V0. Donc A, c'est le coefficient directeur de la droite de la figure 2. Donc A, c'est delta V sur delta T, V2 moins V1 sur T2 moins T1. J'ai pris V2 comme 1,4 et V1 c'est 0. C'est 1,4 moins 0 sur 2 moins 0, ça donne 0,7 mètres par seconde. Je reprends la réponse de la question 1.1. C'était K égale mg sinus alpha moins ma sur mg fois cos alpha. Faisons l'application numérique. Donc, lors de cet exercice, on a appliqué encore la deuxième loi de Newton sur un plan incliné avec frottement et on a fait la projection sur deux axes pour atteindre la valeur voulue. Si la projection sur un seul axe suffit, on passe pas à la projection sur le deuxième axe. Exercice 4. Cet exercice est consacré au mouvement curviligne, c'est-à-dire le mouvement d'un solide qui se déplace sur une piste qui n'est pas rectiligne, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et on va utiliser ici dans cet exercice la base de freinée. Donc c'est un exercice modèle pour utiliser la base de freinée et utiliser les projections sur cette base de freinée. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'expression de l'intensité de la force R appliquée par la surface sur laquelle le solide se déplace dans les deux cas suivants. On néglige tous les frottements. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton au solide qui se déplace sur ces pistes et on va projeter sur la base de frein. On va faire comme les exercices précédents. D'abord, je vais faire le bilan des forces auxquelles est soumis ce solide. Donc, ce solide il est soumis à deux forces, le poids et la réaction de la piste, que ce soit dans le cas à droite ou bien celui du cas à gauche. Et puisque les frottements sont négligés, cette réaction elle est perpendiculaire à cette surface. Ça veut dire que sa direction passe par où, que ce soit dans ce cas ou bien dans l'autre. La phrase classique, on applique la deuxième loi de Newton au solide dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc c'est l'application de la deuxième loi dans le référentiel terrestre. Le repère associé au référentiel terrestre, on prend dans ce repère la base de freinée comme base de projection. Donc la deuxième loi de Newton s'écrit P plus R égale à ma. Premier cas, représentant la réaction R. Il est perpendiculaire à cette surface puisque les frottements sont nuls, donc il va passer par le centre de ce cercle. Le poids est vertical dirigé vers le bas.
Maintenant, la base de freinée. Et on va commencer par le vecteur tangentiel U, orienté dans le sens du mouvement, puisque le solide descend vers le bas. Le vecteur normal, il est perpendiculaire à U, dirigé vers le centre de cette trajectoire. On va projeter la deuxième loi de Newton sur la base de freinée. Et puisqu'on cherche R, on va projeter seulement sur N, car la projection de R sur U, elle est nulle, puisqu'il est perpendiculaire au vecteur U. Je vais projeter cette deuxième loi de Newton sur le vecteur N donc. Je réécris cette relation en enlevant les flèches et en indexant avec la lettre N. C'est Pn plus Rn égale MAN. AN possède un nom, c'est l'accélération normale. Elle a une formule bien déterminée, voire le cours. A normal égale V au carré sur R. R, c'est le rayon de cette trajectoire, c'est le rayon de ce cercle. Rn est égal à moins R, puisqu'il est parallèle à N et de sens opposé. Par contre, Pn, je vais projeter la flèche sur la direction de N. Et ce vecteur en bleu, c'est Pn. Il est positif. Cet angle θ, je le trouve ici. C'est comme si vous avez un plan incliné, ça c'est l'angle alpha. Donc Pn constitue le sinus de cet angle. Donc Pn, c'est P sinus θ. Donc Rn, c'est moins R. Et Pn, c'est P sinus θ, c'est-à-dire Mg sinus θ. Je réécris cette relation avec ces projections. Donc, Mg sinus θ au lieu de Pn et moins R égale à mv carré sur R. Donc, R, elle est égale à Mg sinus θ moins mv carré sur R. Si on connaît la valeur de V et la valeur de θ, je peux calculer R. Donc, toujours la projection sur la base de freinée et sur N spécialement se fait toujours de la même façon. On va refaire ça pour le deuxième cas. Représentons d'abord les différentes forces P et R. R, elle est perpendiculaire à la surface, donc il est dirigé vers le centre. Le R, elle est verticale, il est dirigé vers le bas. La base de freinée, le vecteur unitaire U, tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Le vecteur N, perpendiculaire à U, est dirigé vers le centre de ce cercle. La projection de R sur N, c'est R, puisqu'ils sont parallèles et de même sens. Ceci, c'est le prolongement de N. Je projette P sur ce prolongement. Donc, ce vecteur-là, c'est Pn. Il est négatif puisqu'il a le sens opposé de N. Cet angle θ, c'est cet angle au sommet. Donc, le Pn constitue le cosinus θ avec un signe moins. Donc, R égale à Rn et Pn, c'est moins Mg cos θ. Je réécris cette relation avec ces projections. Et j'en déduis que R est égal Mg cos θ plus mv carré sur R. Donc, soit dans cette situation, soit dans celle-là, on utilise la même méthode. Il ne faut pas se tromper dans les projections et le signe de ces projections. Ceci est un exercice modèle pour la projection sur la base de freinée. On verra dans l'exercice suivant qu'on va utiliser la même méthode si on a une surface qui est circulaire. Cinquième exercice, c'est un exercice de révision des parties précédentes. On a un plan horizontal et une surface ou bien une trajectoire circulaire. Un solide S de masse M part sans vitesse initiale de A sous l'action d'une force constante d'intensité F sur un rail A, B, C, D. On néglige tous les frottements, voire figures. Sur la figure, on a un trajet A, B, C, D sur lequel il y a un solide qui part de A sans vitesse initiale sous l'action de cette force F. La longueur AB, c'est petit l. Le rayon de cette trajectoire circulaire, c'est R.
et le point M il est repéré par l'angle θ. Question 1. Le solide arrive en B avec une vitesse Vb. Déterminez l'expression de l'accélération en fonction de L et Vb. On suppose que le mouvement du solide sur AB est rectiligne uniformément varié. D'après le texte de l'exercice, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation horaire s'écrit n demi at carré plus v0t plus x0. On va prendre x0 égale à 0 et v0 égale à 0, puisqu'il part sans vitesse initiale. On prend le point A comme origine des espaces avec la valeur de x en A est égale à 0. Donc, l'équation horaire du mouvement se résume à n demi at carré. Et l'expression de la vitesse, c'est la dérivée de x, ça donne at. Maintenant, on veut l'accélération. Il existe dans les deux équations. On va tirer le temps d'une équation et le remplacer dans l'autre. Par exemple, je peux dire que t, d'après cette équation, est égal à v sur a. En le remplaçant dans x, on trouve x égale n demi a, au lieu de t au carré, c'est v au carré sur a au carré. Je simplifie par a, il me reste x égale à v au carré sur 2a. Donc je peux déduire l'expression de a. Donc a, c'est v au carré sur 2x. Au point B, la vitesse v égale à vb et x égale à ab. Donc je vais remplacer v par vb et remplacer x par l. On trouve que a égale vb au carré sur 2l. C'est une étude cinématique. On n'a pas besoin de force ni de deuxième loi de Newton. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, on écrit l'équation horaire. On remplace les constantes V0 à 0 par leur expression. S'ils sont nuls, on les élimine. Après, on écrit l'équation de la vitesse. Pour déterminer la vitesse ou bien l'accélération, je déduis le temps d'une des équations et je le remplace dans l'autre. Deuxième question. Sachant que la force est appliquée sur S seulement sur la portion AB, déterminez l'expression d'intensité F en fonction de M, L et Vb. Dans cette question, on nous demande l'expression de la force. Sachant que la question précédente, on a déterminé l'expression de l'accélération. Donc, comme les exercices précédents, je vais d'abord dresser le bilan de force. Le système solide, il est soumis à trois forces. Son poids P, la réaction R et la force F. Après, je vais schématiser la situation. J'ai un plan horizontal AB sur lequel j'ai le solide S qui est soumis au poids. R elle est perpendiculaire à la surface puisqu'il n'y a pas de frottement. Et la force F qui fait bouger le solide S. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton au solide S dans un repère ou bien dans un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est la phrase classique qu'on écrit avant d'appliquer la deuxième loi de Newton. Ça veut dire la somme de ces trois forces égale à mh. Maintenant, on va projeter sur l'axe du repère relié à ce référentiel terrestre. Le repère adéquat et convenable ici, l'un de ces axes il est parallèle à AB. Toujours l'un des axes du repère il est parallèle à la trajectoire. Donc, on va projeter sur AB. Donc, en projetant sur la direction AB, on obtient. Je vais l'appeler Px, Rx, Fx égale à Ma. Ce n'est pas la peine d'écrire Ax, puisque le mouvement se fait sur AB, donc Ax égale à A, tout simplement. La projection de P sur AB elle est nulle, puisqu'il est perpendiculaire à cet axe. La projection de R est nulle, car elle aussi elle est perpendiculaire à AB. Et la projection de F sur AB, c'est plus F. Elle est parallèle à AB et de même sens que AB. Donc, il me reste, après remplacement de chaque projection par son expression, F égale à MA. On veut l'expression de F en fonction de M, L et B. Donc, je dois éliminer A. Or, d'après la question précédente, A c'est Vb au carré sur 2L.
En la remplaçant dans cette relation, on trouve que f égale m vb au carré sur 2l. Donc c'est l'expression de f en fonction de m, en fonction de l et en fonction de v. Ceci, c'est l'application de la deuxième loi de Newton sur un plan horizontal. Les autres exercices, le 2 et le 3, c'était l'application de la deuxième loi de Newton sur un plan incliné. L'exercice 4, c'était l'application de la deuxième loi de Newton pour une trajectoire ou bien pour un mouvement curviligne. Troisième question, déterminer la vitesse au point C en fonction de v. Pour cela, sur la partie BC, le solide n'est soumis qu'à deux forces, son poids P et la réaction R. Puisque dans l'exercice, la force F n'est applicable qu'entre A et B. Donc, le schéma de la situation est le suivant. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ceci veut dire que P plus R égale à MH. On va prendre BC comme axe de projection, l'orientation positive de B vers C. Donc, par projection de cette deuxième loi sur BC, on obtient Px plus Rx égale à Ma. La projection de P sur BC, elle est nulle, car elle est perpendiculaire à BC. De même pour R. En remplaçant Rx et Px, on obtient que Ma égale 0. Puisque m est différent de 0, il reste que l'accélération est nulle. Donc la trajectoire est rectiligne, l'accélération est nulle, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Et si le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse reste constante. Donc la vitesse au point C est égale à la vitesse au point B. Quatrième question. Déterminer l'expression de l'intensité de la force R appliquée par le rail en M sur le solide en fonction de M, G, R, Vm et θ. On veut l'expression de R appliquée par le rail circulaire en fonction de ses grandeurs. Alors je vais schématiser la partie de la trajectoire qui m'intéresse et je vais faire le bilan des forces appliquées sur le solide dans cette partie. Il est donc soumis toujours à deux forces, c'est le poids P et la réaction R. Je les représente sur le schéma. R, il est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire, donc il est dirigé vers le centre, puisque les frottements sont négligés. Le poids, il est vertical, dirigé vers le bas. Et puisque on est dans un cas où le mouvement est curviligne, on va travailler avec la base de freinée, constituée du vecteur unitaire U tangentiel et le vecteur normal N perpendiculaire à U est dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc on applique la deuxième loi de Newton au solide, c'est-à-dire P plus R égale à Ma. On veut l'expression de R. On va projeter cette deuxième loi sur N pour déterminer l'expression de R. C'est déjà vu dans l'exercice 3. Donc, pour chaque fois qu'on veut l'expression de R lorsque la trajectoire est circulaire, on applique la deuxième loi et on la projette sur le vecteur normal. C'est-à-dire Pn plus Rn égale à Man. Le Rn est égal à R, puisque R et N sont parallèles et de même sens et de même direction. Pour la projection de P, je vais tracer le prolongement de N et je projette l'extrémité de cette flèche sur le prolongement de N. Ce vecteur représente Pn. Il est négatif car il est de sens opposé à N. Cet angle θ, je le trouve ici au sommet. Deux droites parallèles et une 50. Donc le Pn, c'est le cosinus de θ. Mais il doit être précédé d'un signe moins. Donc Pn, c'est moins P cos θ. D'autre part, anormal, c'est V au carré sur R. V au carré en ce point, le point où on fait la projection. Donc on a Rn égale à R et Pn égale à moins mg cos θ et V au carré sur R égale à An. En remplaçant ces projections et l'accélération par leur expression dans cette relation, on trouve
R moins mg cos θ égale ma normal, c'est-à-dire égal à m Vm au carré sur R. D'où l'expression de R est mg cos θ plus m Vm au carré sur R. On voit qu'on a appliqué la même méthode que l'exercice 3. Donc c'est du copier-coller dans le cas de la détermination de R dans la base de Freinet. Dernière question. Sachant que l'expression de la vitesse en m s'écrit Vm au carré égale Vb au carré moins 2gr à moins cos θ, déterminez l'expression de l'intensité R en fonction de m, g, Vb, R et θ. On déduire l'expression de l'angle θ où le solide quittera le rail. Pour la première partie de la question, il suffit de reprendre l'expression de R et de remplacer Vm par l'expression donnée dans le texte. Donc R sera égal mg cos θ plus m fois Vb au carré sur R moins 2mg1 moins cos θ divisé par R, ça se simplifie avec le R. En arrangeant ce calcul, mg cos θ plus mvb carré sur R moins 2mg plus 2mg cos θ. Ça donne mg en facteur de 3 cos θ, la somme de ces deux-là, moins 2 plus Vb au carré sur Rg. Ceci donc, c'est l'expression de R en fonction de M, G, Vb, R et θ. Maintenant, on veut l'expression de l'angle θ à l'endroit où le solide va quitter le rail. Lorsque le solide monte dans le rail, à un certain moment, il va tomber. On veut avoir l'expression de l'angle où le solide va quitter le rail. Si le solide quitte le rail, il n'est plus soumis à l'action de R. Donc, on va chercher quand est-ce que R est nul. Donc, le solide quittera le rail lorsque R égale à 0. C'est une règle. Chaque fois qu'on vous dit quand est-ce qu'il va quitter le rail, dans le cas du mouvement circulaire, on va poser l'expression de R égale à 0. Il n'est plus en contact avec le rail, donc il n'est plus soumis à cette force. Donc cette expression doit être égale à 0. Comme mg est différent de 0, il reste le terme entre parenthèses qui est nul. Donc 3 cos θ moins 2g plus Vb au carré sur Rg égale à 0. Je fais passer le 2 et le Vb au carré sur Rg de l'autre côté. Il devient 2 moins Vb au carré sur Rg. Je divise par 3. Une fois que je connais la valeur de cosinus θ, je peux déterminer l'expression de θ. Donc dans cet exercice, on a repris le mouvement rectiligne et le mouvement curviligne. On a déterminé de nouveau l'expression de R et on a ajouté une question. Quand est-ce qu'un solide quitte un rail? C'est lorsqu'il n'est plus en contact avec lui. C'est lorsque la force exercée par le rail devient égale à 0. C'est tout pour cette série. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.